concernant le même sujet, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, est président désigné de la COP 27, s'est entretenu hier au Caire avec le ministère américain pour le climat, John Kerry, au siège du ministère. Au terme de leur pourparlers, M. Shoukry a souligné s'être mis d'accord sur la création de ce groupe lors du dialogue stratégique engagé l'an dernier entre l'Égypte et les États-Unis. Un reportage. L'Égypte et les États-Unis ont souligné l'importance de mobiliser le financement climatique de toutes les sources humanitaires atteignant les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, saluant l'augmentation par de nombreux pays développés de leur engagement et la trajectoire de financement de la lutte contre les changements climatiques pour atteindre l'objectif de fournir 100 milliards de dollars via les efforts collectifs à cet égard. Ceci s'est produit dans la déclaration conjointe égypto-américaine sur le changement climatique à l'issue des consultations tenues lundi au Caire entre le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry, président de la conférence de l'ONU sur les changements climatiques, et l'envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry. L'Égypte et les États-Unis sont conscients de la gravité du défi du changement climatique et de l'importance d'accélérer le rythme des efforts mondiaux à tous les niveaux de l'agenda sur le changement climatique, notamment en ce qui concerne la nécessité de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2, de préférence à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel, et de renforcer la réponse mondiale pour soutenir les efforts d'adaptation aux effets du changement climatique, a ajouté la déclaration conjointe. Les deux pays se sont félicités des avancées significatives réalisées lors de la conférence de Glasgow sur les changements climatiques, notamment l'adoption du pacte de Glasgow pour le climat et l'élaboration des règles de mise en œuvre de l'accord de Paris, ainsi que les initiatives et engagements ambitieux annoncés par les deux parties et d'autres parties. M. Shoukry a indiqué que le changement du climat faisait partie des priorités de l'Égypte et des États-Unis, notamment à la lumière des préparatifs de l'accueil par l'Égypte de la COP 27. Il a de même affirmé le souci de l'Égypte d'autonomiser les jeunes et la société civile travaillant dans le domaine du changement climatique, en plus de la coordination égypto-américaine sur les questions prioritaires à l'ordre du jour de la COP 27. Le chef de la diplomatie égyptienne a souligné aussi le rôle américain important dans la direction des efforts des pays développés pour soutenir l'action climatique dans les pays en développement. Et pour parler de cela, nous avons en ligne M. Meghed Maurice, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, M. Meghed Maurice, que va faire le monde et que peut faire le monde face à la gravité de la situation des changements climatiques aujourd'hui? En fait, en général, quand on parle du changement climatique depuis des années, avant 2015, c'était vraiment quelque chose qui était secondaire, c'était pas un besoin primaire. Mais maintenant, on parle du changement climatique comme sur l'agenda et les priorités économiques, en fait, oui. Au niveau mondial. Et on voit que l'Égypte va accueillir le sommet du changement climatique, COP, cette année-là, à Sharm el-Sheikh. Et c'est vraiment une signe que l'Égypte est au cœur du monde. Parce que quand on parle du changement climatique, on parle des changements économiques, on parle d'une croissance économique qui doit prendre en considération ces changements-là, même si l'Égypte ne partage pas un grand nombre dans les émissions ou du CO2 et tout ça, mais c'est une signe qu'on partage la nécessité de prendre ça en considération avec le monde.
Mhm. Bon, avec tous les changements qui se produisent aujourd'hui dans le monde, avec l'industrialisation, avec la consommation, avec l'explosion démographique, c'est sûr que tout cela nuit au climat. Donc comment est-ce qu'on va faire pour essayer de résoudre ce paradoxe? En fait, il y a un des techniques ou bien des technocrates du changement climatique qui a été demandé. Si ça, c'est une question technique, économique vraiment. Il a répondu non, c'est une question humanitaire. Parce que, en fait, quand on parle de l'industrialisation, c'était à la base de tout ce changement climatique, de réchauffage et tout ça. Oui. Mais à la base, maintenant, ce sont des habitudes quotidiennes qu'on doit prendre en considération. On doit se concentrer sur notre vie quotidienne où on doit prendre le changement climatique en considération au niveau quotidien. Toujours on parlait du changement climatique ou bien de lutter contre ce changement climatique au niveau gouvernemental. Oui. Mais maintenant, on doit parler au niveau personnel, au niveau du citoyen. La première chose, c'est la conscientisation. On doit être conscient qu'il y a un problème global et qu'il y a un besoin de lutter contre ce problème. Ce n'est pas un besoin secondaire, c'est la pauvreté est un besoin primaire sur l'agenda économique ou l'agenda gouvernemental. Mais le changement climatique est aussi un besoin primaire, on doit lutter contre, parce que quand on parle du changement climatique, on parle d'une influence négative au niveau personnel, non pas au niveau gouvernemental seulement. Donc, pour retourner à votre question, il y a une industrialisation, il y a une croissance. Les pays maintenant en voie de développement comme l'Égypte, qui font leur décollage économique, ne contribuent pas énormément dans ce changement climatique ou bien des émissions du CO2. Mais les grands pays industrialisés, le Nord, en fait, comme on dit, l'Europe, le Japon, les États-Unis, ils doivent tenir compte de leurs responsabilités envers le globe terrestre, mais aussi envers les pays en voie de développement. De leur laisser une marge pour ces émissions-là, pour s'industrialiser comme ils l'ont fait dans les années ou bien dans le 19e et 20e siècle. Bon, je vous donnerai par exemple un petit exemple. Vous avez les compagnies aériennes qui augmentent de plus en plus, avec les compagnies privées surtout. Et tout cela, ce sont des facteurs qui contribuent à polluer, bien entendu, l'environnement. Ça, d'une part, toutes les nouvelles découvertes de gaz, de pétrole, etc., pour leur raffinement, etc., ce sont des pratiques qui nuisent à l'environnement et que tout à l'heure, notre invité l'avait dit, à partir de 2025 en Europe, toutes les voitures consommant du gaz seront interdites en Europe. Donc pourquoi cette contradiction? Oui, en fait, maintenant, on doit parler des ressources naturelles de l'énergie. On voit l'Égypte qui est en plein voie de développement, en plein décollage et croissance économique, qui doit en fait avoir accès à son droit de développement, qui présente un rôle modèle, qui présente vraiment un leadership dans ce modèle-là, comme on voit en Assouan par exemple, les solar cells. L'énergie solaire. On voit l'énergie solaire, les compagnies d'énergie solaire sur combien de pédales. Donc, on doit substituer les sources d'énergie avec d'autres sources naturelles renouvelables. Pour ce paradoxe-là, de diminuer les voitures en gaz et en fait d'accélérer les avions, il y a toujours ce paradoxe de croissance économique, ce paradoxe de développement en fait. Parce que j'ai besoin de ces sources d'énergie pour le développement, pour cette élance économique et de développement, mais en même temps, pour les pays européens, ils l'ont fait déjà. Mais nous, comme l'Égypte, en voie de développement, on a besoin de cette élance-là. Donc la responsabilité des pays européens et de l'Occident en général, de laisser l'espace et de laisser cette marge-là pour les pays en voie de développement d'utiliser ces ressources. Mais eux, ils doivent absolument diminuer l'utilisation. Parce que eux, ils sont déjà dans la phase de développement. Ils sont déjà dans la phase industrialisée. Mais nous, non. On voit
de croissance économique, en plein élan économique. Donc, ils ont ce rôle-là, et ils doivent tenir compte de ce rôle-là, de laisser cette marge pour les pays en voie de développement. Et est-ce que ces questions sont abordées lors des conférences sur le climat? Les pays en discutent et chacun assume ses rôles et ses responsabilités? Ou bien on parle juste de principe? Oui, en fait, mais ces questions-là, dans les sommets de climat, on ne parle pas de pays en développement ou bien des pays déjà industrialisés. Toujours, on parle des sanctions pour tous les pays. On parle comme si tous les pays sont dans la même phase. Et peut-être que c'est un peu inégal de parler ou bien d'avoir ce discours. On doit en fait avoir un discours équitable qui s'adresse aux pays en développement d'une façon différente de ce discours qui s'adresse aux pays déjà industrialisés. Mais, désolé, on n'a pas ce discours-là. Mais en fait, un pays comme l'Égypte, le Maroc et tous ces pays qui accueillent les sommets du climat peuvent influencer l'agenda des sommets, peuvent orienter l'agenda pour parler du rôle des pays industrialisés envers les pays en voie de développement dans ce logique-là de changement climatique et les rôles envers ce changement climatique. Et quand vous avez parlé des sanctions, qui inflige les sanctions? Elles sont infligées par qui? En fait, c'est l'agenda international et puis on signe comme le traité de Paris ou bien qui a été en 2015, qui a été signé. En fait, il y a les agences internationales. En fait, au niveau international, on a des institutions intergouvernementales qui doivent réaliser ça. Parfois, on a des pays déjà industrialisés de l'Occident qui cassent ces règles-là, en fait. Oui. Mais ça reste toujours... on ne peut pas sanctionner des pays industrialisés, des pays qui ont un poids dans les relations internationales, mais ça reste obligatoire pour tous les pays qui ont signé. Donc, on n'a pas vu des sanctions vraiment maintenant climatiques, parce que si on applique des sanctions climatiques, ils vont être appliquées sur les pays industrialisés, dans un premier lieu. Donc, pour le moment, on n'a pas vu des sanctions environnementales. Mais je crois que dans les années prochaines, on va voir, parce que les sanctions ne vont pas être sanctions militaires, mais ça va être en relation directe avec l'environnement et le changement climatique. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment humanitaire, c'est-à-dire si les générations pensent à leurs petits-enfants dans l'avenir, ils feront tout de leur mieux, je pense, pour leur garantir une vie au moins équilibrée et balancée. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Monsieur Megued Maurice, vous êtes analyste politique et on se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.